Aujourd'hui, via Skype, je m'entretiens avec le Major Mathieu Primeau. Major Primeau est toujours au sein des Forces armées canadiennes et nous parle de son rôle qu'il a joué en 2009 lors de la mission en Afghanistan. Major Primeau, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, comme vous pouvez le constater, on est via Skype. Donc, excusez-nous si jamais il y a des petits lags. Mais, Major Primeau, je tenais vraiment à vous recevoir aujourd'hui en entrevue parce que vous avez quand même joué un rôle important en 2009. Mais juste avant d'en parler, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des Forces armées canadiennes? C'est vraiment les opportunités que ça présentait qui m'ont convaincu à m'enrôler. Mon père a une influence là-dessus aussi. Il m'identifiait à quel point il voyait les bénéfices de la pension. Lui, il venait de prendre sa retraite, donc il disait hey, l'armée, là, ça te donne une vraiment bonne pension dans 20 ans. Puis il me rappelait souvent, lui, comment il avait fait certaines décisions qu'il avait regrettées par la suite au début de sa carrière. Donc, ça m'avait inspiré un petit peu. Je me suis renseigné beaucoup au centre de recrutement, regardé les métiers. J'avais fait des cadets aussi, donc j'avais l'impression que je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Puis j'avais le goût que ma vie soit une aventure, si on veut, que ça soit pas une job de 8 à 4. Je savais déjà que j'étais allergique à ce genre de vie-là. Alors, c'est pour ça que je me suis enrôlé. J'ai pris une chance d'avoir des opportunités intéressantes qui se présentent sur mon chemin. Et quels étaient vos plans de carrière à l'époque? Quand je suis rentré dans ma tête, et je le réalise maintenant, ça, ma philosophie était de devenir un bon gestionnaire. C'est l'exemple que j'avais eu, encore une fois, par mon père. C'est l'idée que j'avais de ce que c'était d'être patron. Et puis pour moi, un officier, c'était un patron. Là. Je le voyais pas comme meneur dans les armes de combat à ce moment-là énormément. Alors, mon objectif de carrière, si on veut, c'était de devenir un bon patron, quelqu'un pour qui les gens veulent travailler avec, et puis avec un peu de chance, avoir un impact positif sur l'organisation qui me sentir utile. C'est avec les années que j'ai raffiné ça pour réaliser, si on veut, que le rôle était beaucoup plus gros que ça dans l'armée. Hein. On a un rôle de leader, là, c'est le terme anglais, mais certainement meneur, qui est bien différent d'un gestionnaire. Mais initialement, là, dans ma tête, je voyais la gestion comme étant mon intérêt. Et dites-moi, en 2009, lors de la mission en Afghanistan, le 5e RGC, basé à Valcartier, a subi les plus lourdes pertes depuis la guerre de Corée. J'aimerais que vous m'en parliez parce que vous avez joué un rôle très important et un rôle qui, j'en suis persuadée, vous est toujours là sur votre dessus de l'épaule là, à chaque jour. Oui, c'est le rôle que j'avais m'a fait beaucoup apprendre. C'est ça la logique. Bien des années après et encore aujourd'hui, ça me permet d'être meilleur dans mon travail. En bref, en 2009, j'étais un capitaine et puis une de mes tâches au niveau du régiment était de faire la coordination des incidents critiques. Alors, un incident critique, pour les gens qui sont un incident pour une raison ou une autre, ou décèdent au combat, ou pas au combat, mais un incident lié à la mission. Et donc, il y a un processus qui, dépendamment du cas, s'engrange, là, qui implique énormément de personnes et d'intervenants, autant sur le théâtre d'opération, donc à l'époque là, en Afghanistan, qu'à Ottawa, au quartier général, et entre chemin, et le répatriement, et les soins médicaux et tout ça. Puis mon rôle était la coordination d'un grand nombre de ces acteurs-là, pas tous, et surtout, après ma barre, la coordination de l'annonce à la famille, qui est généralement faite par l'officier commandant, le commandant de l'unité. C'était pas moi en général, là, sauf quand on a eu des surprises, qui faisait l'annonce aux familles. Puis supporter la famille au moment des incidents du mieux qu'on peut selon plein de protocoles, mais aussi selon le plus d'humanité qu'on peut, là, le faire de façon logique. Ça, c'est un défi qui est bien particulier. Parce que, rappelons-le, on a eu des pertes quand même importantes, on le disait, 11 blessés graves, 6 décès. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce rôle-là? Parce que vous aviez à vous occuper des funérailles, vous aviez à accompagner les familles aussi, mais vous pensiez aussi à vos amis qui étaient restés là-bas. Est-ce qu'il y avait une sorte de culpabilité à travers? Non. Non, c'est surprenant. Je suis une personne assez émotive, mais quand il est venu la gestion, d'un, j'étais très bien formé. On avait fait plein de
de mise en situation, de comment on allait gérer ça, comment on allait voir ça, avant même que ça arrive, moi, avec l'équipe de commandement du régiment. C'était quand même détaillé puis bien fait. Fait que j'avais eu le temps de réfléchir puis mûrir puis voir ça venir un petit peu. On s'y attendait. Aussi, peut-être, c'est mes traits de personnalité à moi, là, je l'ai appris sur le coup, mais aux fins de sympathie et d'empathie, en tout cas, j'ai été content d'être capable d'assez bien séparer ça pour vraiment être professionnel. Le défi est avec les familles, surtout les familles que je connais. Parce que, puis les échecs, hein, pas les échecs, mais les erreurs, parce que j'en ai fait plein d'erreurs. Pas trop, là, mais j'en ai fait. Puis les erreurs ont beaucoup d'impact au niveau humain. Hein. Des fois, c'était la façon qu'on faisait le suivi avec une famille alors qu'on pensait que la blessure était mineure. Puis tout d'un coup, la blessure était énorme. Le membre appelle la conjointe et puis au plein milieu de la nuit, par exemple. Puis il y a un stress incroyable qui est là. Puis nous, on n'est pas là, puis on n'a pas fourni le soutien parce que on l'avait pas vu venir, on n'était pas au courant. Ça, c'est la partie difficile. C'est les erreurs qui sont venues avec ça, parce que c'est pas juste une erreur papier, c'est une erreur qui affecte toute la famille d'un soldat qui, à travers des événements là, exceptionnellement dramatiques et difficiles pour tout le monde. Et vous parliez justement des moments, que ce soit dans la nuit, ou donc vous deviez être alerte à tout moment de la journée. J'imagine que ça avait un impact au sein de votre famille. Oui, c'était une période particulière. Alors moi, à ce moment-là, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'étais dans l'armée. Ma femme avait été bardassée, pour dire le bon mot, ici en Angleterre. On a déménagé beaucoup, là, 11 fois en 20 ans, 7 depuis que je suis marié, je devrais dire, donc 7 dans les 13 dernières années. Alors, elle était bien tannée, elle, d'avoir à changer de job tout le temps, puis elle était très qualifiée dans plein de métiers. Alors, elle était en train, dans le processus de rentrer dans l'armée elle-même. Alors, souvent, elle n'était pas à la maison, elle était partie. On venait d'avoir une fausse couche. On rêvait depuis longtemps d'avoir un enfant. On avait une maison proche de la base, mais elle était vide. Et d'ailleurs, j'ai tellement pas été à la maison pendant cette période-là que j'ai pas assez chauffé ma maison. Il a fallu que j'en place toutes mes fenêtres. Parce que quand on avait un appel, quand il y a un appel qui est généralement en plein milieu de la nuit, le BlackBerry sonne, et je disparaissais pour une semaine. Peu importe ce que j'avais dans ma vie, là, je m'installais dans la salle de conférence de l'unité pour vraiment être disponible pour supporter toute l'équipe, pour répondre aux questions, puis supporter le commandant, puis ultimement donc la famille ou les familles là-dedans. Puis c'était un stress quand ma conjointe était là et quand ma conjointe était pas là, dans le sens où j'étais pas à la maison à m'occuper de rien, ou quand elle était là, elle me voyait disparaître, hein, puis elle savait que c'était un de nos amis, nos connaissances, quand le BlackBerry sonnait. Là. Je vous dis que pendant longtemps après, elle voulait pas entendre le BlackBerry sonner en plein milieu de la nuit. Hein. C'est un stress. Mais à ce moment-là, comment on priorise nos tâches? Comment on gère notre horaire pour faire en sorte que notre famille ne soit pas trop brimée à travers ce rôle-là que vous aviez à jouer? On travaille en équipe. J'avais une équipe fantastique. J'avais la confiance de mon boss, Samuel Haller. Le commandant était quelqu'un qui me faisait confiance, qui me laissait aller, qui me donnait son intention, puis je pouvais rouler avec ça. J'avais des adjoints, tout le monde était prêt à aider. C'est surprenant qu'est-ce qu'on peut accomplir quand on a une équipe solide comme j'avais à ce moment-là. Et puis, c'est ça. On avait tellement pratiqué aussi, je vais vous le dire, je vais le répéter encore, parce que c'est un autre élément de la clé, qu'on savait qui allait faire quoi dans tous les cas, qui allait planifier les funérailles. Et on avait mis notre meilleur là-dessus. Il était fantastique, l'adjudant-maître qui planifiait les funérailles et tout ça. On avait des gens pour nous aviser en tout temps aussi. Il y a des gens qui étaient là, disponibles pour moi si j'avais besoin, j'avais des questions sur qu'est-ce que je devais faire. Donc, c'était pas si difficile au niveau de la charge de travail. C'était de gérer les émotions des autres, qui est particulier. Parce qu'il y a un élément là-dedans où on assigne des officiers désignés. Ça a changé de nom maintenant, mais à l'époque, on les appelait des officiers désignés. Je crois que maintenant, le terme, c'est officiers assistants, qui ne sont pas nécessairement des officiers. Okay? N'importe quel grade, c'est juste un titre, qui vont supporter la famille au niveau particulièrement administratif ou pour d'autres besoins pendant tout le processus de rapatriation, les funérailles et même après souvent. Alors, ces gens-là ont le défi énorme, bien pire que moi. J'avais de lâcher leur famille, de lâcher leur vie et d'aller comme ça avec une famille qu'ils ne connaissent pas au moment d'un traumatisme incroyable, un drame impossible à mesurer, puis essayer de donner leur énergie, leur calme, leur support et leur connaissance à cette famille-là pour gérer tout ce qui se passe en même temps. Ça, c'est énorme. Ces gens-là, pendant ce temps-là, on en avait 27. Au total, on a eu 27 officiers assistants qui se rapportaient à moi pour l'assistance. Le défi, c'était plus de voir comment ils allaient, m'assurer qu'eux n'étaient pas en train de se brûler, et puis de savoir là, quand c'était le temps de prendre une pause, de changer.
ce genre de logique-là à 26 ans que j'avais à l'époque, là, c'était un pas pire défi. En effet, vous étiez quand même jeune. Et vous, qui s'occupait de vous? L'équipe encore. Le commandant avait toujours un œil. Elle me demandait comment ça allait, etc. C'était... il y a toujours dans l'armée cette logique que ça fait partie du travail, donc fais ton travail, mais heureusement, ce commandant-là, particulièrement, n'est pas du tout de cette logique-là. Alors, puis j'avais accès à des ressources, moi aussi, j'en ai toujours eu. D'ailleurs, après, pas de gêne, j'ai consulté pour essayer de comprendre un petit peu les choses que j'avais pas comprendre et rationaliser tout ça. Là. On est quand même très bien supporté quand on a des problèmes. C'était la confiance. La clé, là, c'était que les gens me faisaient confiance et que si j'avais des questions, j'avais quelqu'un qui allait m'aider et me répondre. Et qu'est-ce que vous avez appris de ces moments-là, de ce retour de mission-là de l'Afghanistan en 2009? Ça a renforcé la différence entre être un gestionnaire et être un leader. C'est bien beau, moi j'ai plein d'études, l'armée m'a doré de plein d'opportunités d'apprendre sur le militaire, sur mon métier. C'est un métier très technique que je me suis spécialisé, etc. Mais il n'y a rien qui remplace le caractère. On a beau là, avoir 6 doctorats, quand on est un officier dans l'armée, il faut être un bon leader. Et pour être un bon leader, il faut savoir quand c'est le temps, comment gérer nos émotions, comment gérer le personnel, comment avoir cette intelligence émotive, si on veut, je ne sais pas si c'est un terme en français qui fonctionne bien, là. Mais pour voir comment les autres gèrent les événements qui se passent, puis savoir les mener pour atteindre le meilleur objectif sans les brûler, sans abuser, savoir être à l'écoute, dans le fond. Ça, c'était un de mes défis, être à l'écoute des gens. Et l'écoute, c'est l'observation. Des fois, c'est d'y donner le temps, c'est d'être patient, ce qui n'est pas généralement dans mon tempérament. Alors, c'est toutes ces choses-là. Je pense que c'est mon caractère qui a été développé par-dessus ça. Et la réalisation, par-dessus tout, que c'est une vie de service qu'on mène. C'est pas, en anglais, on dit it's not about us. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi le centre de ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on réussit à produire pour le gouvernement, donc pour la population canadienne, et le faire le mieux possible avec notre personnel. Major Primeau, dites-moi, comment on peut demeurer terre à terre après ces événements-là? Je pense qu'on devient plus terre à terre. Parce que tout d'un coup, c'est vrai, hein, c'est réel. Oui, on a eu des décès là, dans l'opération, on est entraîné évidemment, puis on simule les décès autour de nous. Mais là ça nous touche. Tu sais, j'ai eu un très bon ami qui est décédé à ce moment-là, un commandant d'escadron, dont je connais la famille. Puis ça me semble très réel. Puis je pense que ce que ça a changé en moi, c'est une réalisation que c'est pas un jeu, tu sais. Je le savais bien, là, je prenais mon travail au sérieux, mais c'est pas un jeu. C'est important qu'on soit bon. Puis si l'armée est pour me faire progresser dans les rangs, puis mener encore plus de soldats, c'est important que je comprenne bien ce que ça représente d'être un leader, puis que je fasse un bon travail. Puis ça m'a fait réaliser, moi, personnellement, là, ça c'est plus unique, que c'est important de supporter nos familles militaires, c'est pas juste des paroles en l'air, les familles militaires. C'est essentiel. Hein? Les gens quittent l'armée parce que leur famille le dit, ils sont écœurés en général. C'est la raison numéro 1. Et pas rien que ça, c'est ça le pilier en arrière qui fait en sorte que le militaire est capable d'en faire autant au nom du service pour le Canada. Puis après ça, j'ai pris des mesures par rapport à ça. Je me suis porté volontaire beaucoup dans les centres de ressources de famille à Wainwright. Je suis devenu directeur du conseil là-bas. Encore aujourd'hui, j'essaie de m'impliquer pour que supporter nos familles soit pas juste une ligne qu'on donne dans une présentation, mais soit vraiment concret, puis soit vraiment applicable à nos soldats. Vous avez tout à fait raison, Major Primeau, c'est très important. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des images de ces événements-là qui vous hantent? Non, il y a une chose qui est comique. Non, pas d'image. J'ai une chose qui est particulière que je n'ai pas encore compris. J'ai encore de la misère à parler avec la conjointe d'un de mes amis qui est décédé là-bas. Je viens tout le temps mal à l'aise et pourtant je la connais depuis longtemps. Mais tu sais, comme tout le monde, je pense, quand ça arrive ces choses-là, des fois on a de la misère à trouver les mots, hein, complètement. Mais c'est comique pour moi parce que même si j'essaye à peu près à chaque année à l'anniversaire du décès, j'ai pas rien d'intelligent à dire. Fait que je dis rien. Et est-ce que vous avez changé vos priorités? Aujourd'hui, Major Mathieu Primeau, est-ce qu'il y a les mêmes priorités qu'il y avait en 2009? Entre-temps, j'ai eu une petite fille, fait que c'est certain que mes priorités ont changé.
Côté famille, je prends ça plus à cœur. Je vous dirais que pas drastiquement. Ça n'a pas été un élément qui a vraiment changé mes priorités, sauf la réalisation, continuer d'apprendre tout le long de ma carrière comment être un meilleur leader et critique. C'est ce qui est le plus important au niveau militaire, là, évidemment, après ma famille, etc. Et puis c'est quelque chose, puis supporter les familles, comme j'ai dit. Je pense s'il y a un catalyste, là, c'est le support aux familles militaires. Il a fallu que j'apprenne par la suite, mais je m'y suis commis. J'y suis encore très commis. Le temps que je vais être dans l'armée, c'est quelque chose qui va vraiment me tenir à cœur. Il y a une femme d'ailleurs, qui était la première femme à occuper un poste de commandement de régiment des ingénieurs, au Canada. Parlez-moi de cette femme qui a quand même marqué cette année-là, en 2009, puis peut-être même un peu après. Toujours. Oui, c'est un leader exceptionnel. Vous savez, moi, ce qui s'est produit dans les 2 dernières années, c'est que j'étais allé aux États-Unis dans un cours pour étudier le leadership. Puis c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on étudie la théorie en arrière, moi, mon cerveau fonctionne que j'associe à des gens, je me rappelle, ah, c'est pour ça qu'elle faisait ça. Ah, c'est pour ça qu'elle agissait comme ça. Et puis, j'en suis venu à un consensus dans ma petite tête, là, que sa force incroyable, c'était de la confiance qu'elle développait avec le personnel, comme j'ai dit plus tôt. Puis aussi, elle était capable d'avoir cette confiance-là réciproque, hein, parce que c'est réciproque, là. Il faut que je lui fasse confiance pour qu'elle me fasse confiance et vice-versa. Mais elle l'avait parce qu'elle était extrêmement crédible. Elle avait un grand courage moral et un grand courage physique aussi, là, mère de 4 enfants. Elle y allait en Afghanistan, elle faisait les patrouilles avec, elle les appelait ses gars dans le temps, là, mais on s'entend qu'il y a des gars et des filles en régiment, il y en a plein, là. Mais avec les soldats du régiment, elle était très, très impliquée. Alors les gens la trouvaient un leader de très bonne référence comme leader. Elle savait faire travailler les gens avec elle, puis tout le monde voulait travailler avec elle. C'était toujours agréable, c'était toujours productif, calme, et toujours dans le respect. Ça, c'est quelque chose qui est pas toujours été dans ce régiment-là. Il y a eu des périodes où c'était un petit peu plus rough. Les vieilles cultures militaires, où on était peut-être un peu plus difficile avec nos gens, à les juger rapidement pour leur performance. Elle voulait rien savoir. Tout le monde méritait la dignité, le respect. C'était quelque chose qui créait une atmosphère de travail extrêmement agréable et probablement critique là, pendant toutes ces périodes-là où on était très, très occupés. Et maintenant, Major Primo, vous êtes toujours au sein des forces. Comment vous voyez votre carrière? Quels sont les objectifs à court terme et à moyen terme? Franchement, j'essaie juste d'être un meilleur patron que je peux être, le meilleur leader au quotidien. Appliquer ce que j'ai appris, c'est important pour moi. Puis, à long terme, là, je vois ça aller. Tant que je me sens utile à l'équipe, je suis heureux. Tant que j'ai pas l'impression que je perds mon temps, moi, ça va, je vais rester dans l'armée présentement. J'ai pas du tout l'impression que je perds mon temps. Je travaille dans une excellente unité, puis au quotidien, là, je me sens utile, donc je suis très heureux. Major Primo, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci aussi d'être ici présent pour les Centres de la famille. On sait que oui, ils en ont besoin. On les a reçus ici en entrevue et là, ils font un travail extraordinaire. Merci d'être là pour les supporter. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci, Major Primo.